dès que la France a été occupée en 1940, le 3 octobre, les Allemands demandent à Vichy de proclamer, d'édicter le premier statut des Juifs. Les Français, c'est Vichy qui l'a fait. Autrement dit, dans toutes les familles juives, le premier statut des Juifs pour le régime a été établi par Vichy. Et quand on l'a pris, moi, papa a dit, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je suis français, je suis un ancien combattant. Confession juive, je n'ai pas choisi, mes parents étaient comme ça. Donc, papa est monté, alors pas au commissariat à Paris, mais à Noisy-le-Sec, et il a d'ailleurs, maman qui est née en Alsace, lui était né alors c'est Strasbourg maintenant, à l'époque c'est 13 km. Le village de mon papa c'est 13 km de Strasbourg, maintenant ça fait partie de Grande Europe, c'est Strasbourg. Et puis voilà, donc ça a été la première des choses. Et puis en 1941, il y a eu la deuxième chose très importante, c'est la création du commissariat général aux questions juives. Alors je ne sais pas si vous avez vu dans votre cours d'histoire, mais c'est quand même à voir, à vous le signaler. Donc il y a eu trois titulaires, mais les noms ça va vous dire quelque chose. Le premier a été Darquier de Pellepoix, ça vous dit rien? Non. On n'a pas abordé vous avez pas... cette question-là. Alors le premier, c'était... Non, le premier c'est Xavier Viala, pardon, de 41 à 42. Le second c'est Darquier Pellepoix de mai 42 à février 44. Et le troisième qui me hérisse toujours et qui me met toujours en colère, je vous dirai pourquoi, pardon, c'est Dupaty de Clam qui lui a fermé la marche, c'est-à-dire mai 44, de février à mai 44. Et Dupaty de Clam, comme vous ne savez pas, ah voilà, certains profs me disent oui, oui. Alors le grand-père, je pense que ça ne peut pas être son père, le grand-père a été un de ces officiers supérieurs qui a condamné Dreyfus, le capitaine Dreyfus. Alors je me dis, dans ma tête, depuis capitaine Dreyfus jusqu'au jour, comme c'était un antisémite né, la famille n'a pas changé. Voilà. Donc ça et ben voilà, parce qu'il y en a qui ont quand même réfléchi et qui ont dit les grands-parents avaient tort, etc. Mais lui, il est resté bien dans l'âme, l'antisémite. C'est pour ça que je dis Dupaty de Clam, voilà. Alors je dis ça parce que je suis née Dreyfus, c'est pour ça que on n'a aucun lien de parenté avec le capitaine, mais on connaît un petit peu dans la famille tout son parcours, toute sa vie, sa condamnation, sa dégradation, sa condamnation, sa déportation dans l'île du diable pendant 5 ans. Hein, et voilà. Or qu'il était innocent, c'était un Allemand, un espion allemand qui a copié ce fameux petit papier bleu, et que le ministre, avec 4 ou 5 de ses officiers supérieurs antisémites, ont décidé que c'était capitaine Dreyfus pour le désavouer, le dégrader. Voilà, c'est pas le cours d'histoire, c'est pas moi l'historienne. Et puis, dans tout ce temps-là, les Allemands qui occupent la France et tout, il y a la fameuse conférence à Wannsee. Alors là non plus, ça ne vous dit pas grand-chose, mais peut-être... Ah, si. Alors, il y a la conférence à Wannsee. Wannsee, c'est une jolie petite commune, tout près de Berlin, avec une superbe villa. Et cette villa était à des gens aisés de confession juive. On leur a confisqué, et c'est devenu, Wannsee, c'est devenu une maison de santé, de repos aux officiers supérieurs. Hein. Il fallait avoir des hauts crânes quand ils descendaient du front pour se reposer. Superbe. Et dans cette villa qui existe toujours et qui est transformée en musée, si un jour vous avez la chance de faire un voyage en Allemagne, sur Berlin, il y a beaucoup de choses à voir et c'est très intéressant, vous verrez que vous apprendrez beaucoup de choses. Et à Wannsee a été décidée la solution finale de la question juive. Donc c'était tenu au secret, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer, et comment dirais-je, Pétain et tous ses alliés ont donc décidé d'arrêter toute la communauté juive, puisque la solution finale a été décidée. Et comme on n'organise pas un déplacement, une arrestation massive, il a fallu la préparer. Et la préparation, ça a été la fameuse rafle de juillet du Veldiv, dite du Veldiv. Et cette rafle, elle devait avoir lieu le 13 et le 14 juillet 1944.
Et tout d'un coup, on s'est aperçu que c'était 14 juillet, fête nationale. Alors, on a décalé de 48 heures. Donc, la rafle a eu lieu le 16 et le 17. Dans les immeubles de Paris, il y avait aussi beaucoup d'agents, beaucoup de gendarmes, beaucoup d'hirondelles. C'est ceux qui étaient en vélo et qui avaient des pèlerines, ils avaient des capes. Et quand ils étaient sur leur vélo, les capes, elles volaient un petit peu. Donc, ils ont été baptisés les hirondelles. Donc, pour préparer toutes ces arrestations, on fermait tout un arrondissement. Il y avait 15, 20 autobus qui attendaient et on est monté puisque on s'est déclaré au commissariat. C'était très facile de récupérer les gens puisque ça a été fait par couleur. Le fichier juif a été fait par couleur. Les Français, les fiches étaient blanches. Le billet vert, c'était les Polonais, le fiche bleue, c'était les Allemands, et les autres de naturalisation qui venaient de l'étranger avaient d'autres couleurs. Donc, il a été décidé en 1941 d'arrêter déjà les étrangers, le billet vert, ce qu'on appelait le billet vert, puisque les fiches étaient vertes, et on a arrêté tous les hommes, que les hommes, qui s'étaient engagés. 25 000 hommes juifs ont fait la queue pour s'engager volontaires pour la France. Terre d'Asile qui les avait accueillis était donc tout à fait normal qu'ils s'engagent, qu'ils s'enrôlent pour sauver la France. Or, quand les Allemands ont occupé toute la France, eh bien, tous ces hommes qui étaient sous les drapeaux, on les a arrêtés et on les a mis dans les camps, entre autres à Pithiviers, Baume-la-Rolande, puisque Pithiviers et Baume-la-Rolande avaient été deux camps qui avaient été préparés par les Français, l'armée française, pour interner les Allemands si on en fait prisonnier. Or, on n'a fait aucun prisonnier allemand, ils sont rentrés chez nous comme dans du beurre, et ces deux camps étaient donc prêts, et on a mis que des hommes à Pithiviers et Baume-la-Rolande en 1941. Et la grande rafle du Veldiv, eh bien, certains agents, certains gendarmes qui avaient des voisins juifs dans l'immeuble leur avaient dit de ne pas rester, qu'il y aurait des rafles. Les gens n'y ont pas cru, surtout les femmes et les enfants. Donc les hommes, beaucoup se sont planqués et quand la police française est venue pour la rafle, elle a arrêté les femmes et les enfants. C'est pour ça qu'on devait arrêter 24 000 et des poussières d'hommes, de femmes et d'enfants. Et grâce à la gentillesse des voisins, eh bien, on en a arrêté que 12 000. 12 000 et des poussières. Et ces 12 000 et des poussières, les célibataires, les hommes sans... les couples sans enfants, donc les hommes et les célibataires ont tout de suite été emmenés à Drancy et les femmes et les enfants ont été emmenés au Veldiv. Alors, moi, je ne vais pas vous raconter l'histoire du film, peut-être que vous l'avez vu, la fameuse rafle dite du Veldiv, mais c'était à peu près dans l'ensemble comme ça. Alors, moi, j'ai vu le Veldiv récompensé, parce qu'on avait été sage et bien travaillé à l'école. Avec l'école, on est allé visiter, à l'époque, une sortie au Veldiv. Le Veldiv, c'était un vélodrome où il y avait des courses cyclistes sur des pistes. Et nous, on l'avait vu une course, puisque c'était en semaine avec l'école. Et là, on y a mis des femmes et des enfants, mais pas sur les pistes, on ne peut pas, hein, c'est des pistes cyclables. Sur la galerie en haut, elles étaient entassées dans une chaleur que je ne peux pas vous décrire, caniculaire, pas d'eau, rien à boire. 13 000 femmes, enfants, vieillards, il y a des femmes qui mouraient, il y en a qui accouchaient, il y a des vieillards qui se suicidaient. C'était franchement l'horreur au Veldiv. Et là, jeune scout, puisque à la rafle dite du Veldiv, mon frère qui a continué les activités scout a demandé l'autorisation aux parents, puisque moi je n'avais pas le droit de sortir. Papa disait quand les boches sont à Paris, les ados restent à la maison, mais les garçons avaient plus d'appui. Mon frère aîné, parce que mon plus jeune frère n'a jamais voulu faire du scoutisme. Voilà, donc mon frère avait eu une réunion le dimanche avec ses camarades chefs de troupe, et quand on est pauvre, il faut être astucieux. On a décidé qu'il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas laisser toutes ces femmes arrêtées, et la police française qui n'avait pas arrêté les petits-enfants de moins de 6 ans et ceux qui étaient français, qui avaient des cartes d'identité à leur nom, de les arrêter. Et il fallait faire quelque chose, puisque sur certains logements,
il y avait des scellés. Alors les gamins étaient dans l'escalier, au 6e étage, ils étaient tous regroupés là-haut, et puis quand on frappait, quand nous on est venus pour aider à les récupérer, parce qu'ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours, puisque maman avait les cartes d'identité et les papiers dans sa poche, dans son sac, eh bien il fallait qu'on récupère tous ces gamins. Donc on y est allé par petits groupes, une fille, un garçon, en binôme, une fille, un garçon, et certains ont eu, voilà, on nous a donné un itinéraire. Nous on a eu tout le 11e arrondissement, c'est-à-dire toute la rue de la Roquette. Alors comme si vous ne connaissez pas très bien Paris, la rue de la Roquette, elle va de la Bastille, je ne sais pas si vous voyez le génie de la Bastille, jusqu'en haut, le cimetière du Père-Lachaise, avec toutes les rues qui sont perpendiculaires, la petite rue de Pomaincourt où il y avait mon école maternelle, la rue Keller, voilà, tout ce quartier à faire. Donc on est parti, une fille, un garçon, et on a relevé où il y avait des enfants seuls, puisqu'il n'y avait pas de... Maman avait sur elle ses cartes d'alimentation, et il fallait qu'on trouve un moyen, et quand on est pauvre, une fois de plus, eh bien, on s'est débrouillé comme on a pu, c'est de leur procurer des cartes d'alimentation et surtout des papiers pour les enfants qui étaient bloqués. Et les enfants bloqués sont des enfants qui étaient sous le contrôle de la Gestapo déjà à l'école à l'époque. En 1942, ce sont des enfants qui étaient bloqués sous le contrôle de la Gestapo, les parents avaient été arrêtés sans papier, et les parents sont restés, mais comme les gamins, on a pu les planquer, voilà. Et il a fallu, alors je vais vous montrer comment on a fait, comment on s'est débrouillé. Quand on est pauvre, on a eu alors une aide, une main tendue par une cheftaine, alors une cheftaine scout, qui était sans profession. Alors maintenant on dirait laïque, hein, à l'époque on disait neutre. Et alors, nous, voilà comment on s'est débrouillé pour avoir des cartes d'identité. Alors, je vais vous montrer une carte d'identité d'époque. C'est pas la mienne, je vous le dis tout de suite. La carte d'identité, on a dû les acheter au bureau de tabac, et on achetait à l'époque les timbres fiscaux, et on montait au commissariat qui mettait les empreintes. Et si vous remarquez bien, je ne sais pas si vous voyez aussi loin, qu'est-ce qu'elle a de particulier, ma carte? Il n'y a rien écrit dessus. Vous viendrez regarder après. Hein. C'est que la carte d'identité de Français, qu'est-ce qui a marqué ici? Vous n'avez pas République française. Hein. État français. Elle est marquée État français. Et il n'y a plus liberté, égalité et fraternité. Et sur cette carte d'identité, qui appartient à une dame juive, il y a le tampon juif quand le tampon a été obligatoire. Sur tous les papiers, il y avait ce tampon. Et le port obligatoire de l'étoile jaune qui a été décrété le 2 juin 1942, et bien en voilà une d'époque aussi. Voilà, alors quand vous avez ça cousu sur votre côté gauche et que vous avez une carte d'identité comme ça et comme il y avait des contrôles, alors là maintenant vous dites qu'il y a des contrôles au faciès, ben nous c'était pas au faciès mais c'était comme ça où quand il y avait un contrôle, on sortait une carte d'identité et que tu n'avais pas ton étoile ou elle était mal cousue pour certains, eh bien tu étais arrêté aussi. Donc, et voilà, vous avez également sur carte de pain, puisqu'on n'avait plus de pain à volonté, on n'avait plus rien à volonté. Alors c'est une carte de pain où il y a un V dessus, c'est-à-dire vieillard. Nous avions, nous les adolescents, une carte de pain avec marqué J3. Il y avait des cartes J2 et des cartes J1, puisque les cartes de pain étaient distribuées tous les mois avec... il fallait aller les chercher, pas au commissariat, à l'école, je crois que c'était, ou à la mairie, je ne me souviens plus. Et selon ton âge, les bébés n'avaient pas de carte de pain, mais ils avaient une carte où il y avait marqué enfant E. Les petits avaient droit à du lait, uniquement que du lait, et à partir d'1 an, ils avaient droit à un tout petit morceau de pain, donc c'était enfant, et les J1, J2, J3, ça correspond à vous maintenant,
puisque les J1 c'était les petits qui avaient 6 ans à 8 ans, les J2 c'était de 9 ans à 11 ans, et les J3 c'était nous, les adolescents, c'est vous maintenant, qui étaient J3, et il y avait en plus l'été, les travailleurs de force, ceux qui travaillaient beaucoup. Et à l'époque, moi je vais vous donner l'horaire que faisait mon papa, travailler au Grand Moulin de Pantin, c'est pas 35 heures et des RTT, hein, c'était 72 heures. C'était 12 heures par jour, 72 heures par semaine. Et je vous assure que tout le monde y allait au boulot, et c'était les 2-8, 24 heures, il y avait une équipe de jour et une équipe de nuit. Donc les grands moulins tournaient nuit et jour et nuit. Alors, quand vous râlez maintenant, je peux vous dire qu'on n'a pas eu la même jeunesse. Et on a eu bien plus tard une carte de tabac et on avait une carte de tissu, si bien que quand on est allé chercher des étoiles, elles étaient, non seulement fallait les payer, mais il fallait aussi donner des points textiles. Hein, ça c'est l'État français. Donc on a vécu dans des conditions très compliquées, et quand on avait des adolescents, des personnes, alors je ne sais pas dire on n'avait pas un choix, mais des personnes de relations, de connaissances, et qu'il fallait absolument planquer et sauver, eh bien on a été les tout premiers à mettre la main à la pâte. On avait quelqu'un qui nous a fabriqué d'abord des fausses cartes d'alimentation, parce qu'on en avait besoin pour... ben oui, quand on est pauvre, il faut être astucieux. Et alors, cette fameuse chef-taine qui était assistante sociale, chef topo qui était assistante sociale à la préfecture de police, qui entendait beaucoup de choses et qui voyait beaucoup de choses, mais qui en entendait beaucoup, a été la première à nous tendre la main, puisque ces filles, puisque c'était pas mix comme on fait du scoutisme, filles et garçons mélangés, mais c'était les filles d'un côté et les garçons de l'autre, et bien chef topo a réussi par ses filles, qui nous ont pour souvent apporté les cartes d'identité de leurs petits frères ou de leurs petites sœurs ou de la famille. On faisait sauter sur nos cartes vierges qui étaient remplies, ou leurs cartes qui n'avaient pas le tampon juif, on faisait sauter la photo, on mettait une nouvelle photo, et selon le signalement qu'il y avait sur la carte, on avait des enfants qui étaient en grand danger par la Gestapo, et que les scouts avaient une ferme-école à Moissal, dans le milieu de la France, dans la Creuse, dans le Lot-et-Garonne très exactement. Il fallait que le signalement de la personne corresponde à l'enfant qu'on avait à cacher. On ne pouvait pas mettre, si les yeux étaient marrons et le gamin faisait 1m30, et là il y a 1m50, à 1 cm près ou 2, ça pouvait, il avait grandi entre-temps, depuis la carte d'identité et entre-temps, il fallait faire très attention, et ce sont ces cheftaines neutres, sans confession, passer la ligne de démarcation, côté français, côté allemand, et puis de l'autre côté, comme tout se passait bien, eh bien, il y avait d'autres scouts qui étaient là, qui récupéraient les uns, la jeune fille, pour l'emmener se reposer, d'abord se restaurer et se reposer, et ensuite, elle ne reprenait pas le train, elle ne reprenait pas le chemin par lequel elle était venue, tellement on était méfiants et se méfiait, que si les Allemands l'avaient vue passer le matin, pas qu'ils puissent la voir repasser dans l'après-midi. Donc on l'emmenait à une autre gare, en vélo, il n'y avait pas autrement. Donc on l'emmenait à une autre gare et elle remontait sur Paris avec les moyens de l'époque. Donc on a fait très attention et on a surtout essayé de sauver et de planquer le plus de monde possible. Donc tout ça c'est période 42-43 et tous les jeudis et tous les dimanches on réunissait des enfants juifs puisqu'on n'avait droit à rien. Essayez d'imaginer que la seule chose qui est autorisée c'était le dernier wagon du métro. Il y avait le couvre-feu de 8 heures du soir à 6 heures du matin, qu'on avait le droit à rien, interdit de traverser un jardin public. Tous les fonctionnaires, tous les instituteurs, tous les avocats, tout le monde a été révoqué. Donc, plus de boulot, il faut te débrouiller comme tu peux pour survivre. Mais alors, interdit de travailler, les médecins, il y avait un numerus clausus très réduit pour ceux qui avaient le droit de travailler et ceux qui n'avaient plus le droit de travailler, mais même pas le droit de traverser un jardin public. Essayez d'imaginer si vous avez des petits frères et que votre maman a des petits, qu'ils aillent jouer dans l'après-midi dans le jardin, c'était même interdit. Donc on nous avait donné à l'époque, nos chefs avaient vu avec les Allemands, l'autorisation d'ouvrir
une école. On a eu dans le quartier latin une ancienne école privée qui n'existe plus. Ce sont des bâtiments, des immeubles maintenant qui ont récupéré cette grande maison. Et dans cette grande maison, ben, on a fait du scoutisme en chambre, c'est-à-dire on a fait du théâtre, on a fait de la chorale, on a fait un peu d'histoire sainte, on a fait beaucoup de secourisme. Il fallait utiliser tout ce qu'on pouvait. Les gamins adoraient faire du scoutisme. Et surtout, des parties de ballons prisonniers dans la cour, les filles contre les garçons. Je peux vous dire qu'on avait des bleus parce que les ballons qui nous envoyaient avec force, on l'avait toujours perdu, ils étaient tellement plus forts que nous. Donc il fallait faire. Et on partageait même la bouffe. Parce que les mamans qui n'avaient pas de boulot, dont le papa était arrêté, déporté, elles n'avaient pas de boulot, puisqu'il fallait vivre comme on pouvait, mais sans travail. Ben, on a vu arriver plus d'une fois les gamins sans rien à manger, et comme on mettait tout en commun, tout le monde mangeait un petit peu. Mais le plus difficile, c'était pour les jeunes qui étaient arrêtés à Drancy et qui n'avaient plus personne à qui envoyer un bon de colis. Et là, moi, j'ai réussi à ce que mes petites filles, puisque j'avais que des filles d'une dizaine d'années, m'apportent à eux 2 ou 3 par semaine un gâteau, puisqu'à la récréation à l'école, on nous donnait toutes les semaines des pastilles vitaminées. C'était archi mauvais, mais l'infirmière venait, il fallait un tour de rôle, sa boîte de pastilles, sa pince, la petite serviette en dessous, il fallait tirer la langue, elle te faisait tomber une pastille. Tellement les enfants avaient faim, on était déminéralisés, dévitalisés, on n'était pas très brillants. Et tous les jours, à la récré de 4 heures, alors 3 heures et des poussières à l'époque, on avait 2 gâteaux caséinés. Alors qu'est-ce que c'est ces gâteaux caséinés à votre avis? C'est essayer d'imaginer des chocos BN sans chocolat, et il y avait plus de son et de sucre dans le petit gâteau. Par contre, c'était un peu sucré. C'était pas très bon, mais quand on a faim, c'est très bon. Et on avait reçu à l'UGIF, à l'Union Générale des Israélites de France, des bons de colis de ceux et de celles qui étaient à Drancy, qui n'avaient personne à qui l'envoyer. Si un jour vous allez aux archives, vous verrez aussi que les jeunes ont écrit à Pétain pour lui demander si c'est à lui qu'il faut adresser le bon de colis, mais il n'a jamais répondu. Et nous, on faisait des tout petits colis de quelques petits gâteaux. Quand maman n'était pas trop fâchée et que je lui réclamais quelques morceaux de sucre, quelques-uns, elle n'en avait pas beaucoup, hein, et bien elle me donnait aussi quelques petits morceaux de sucre. Donc on faisait des tout petits paquets et qu'on portait dans un endroit très précis à Paris. Et tous ces petits paquets étaient distribués aux enfants qui étaient à Drancy, internés, qui n'avaient plus personne puisque les parents avaient été arrêtés et que la gendarmerie française a tellement, une partie, pas tous, mais à cette époque, en 1942, la partie de cette époque, le fameux capitaine de la gendarmerie, il n'est pas passé par les armes parce qu'on n'a pas voulu qu'il soit fusillé, tellement il s'est mal comporté, il a été révoqué et tout, leur confisquait. Quand les épouses, les femmes mettaient un paquet de cigarettes ou un paquet de tabac, il leur confisquait, il allait leur vendre au marché noir. Dès que la cigarette avait été allumée, qu'il avait aspiré un bon coup, ben, il rentrait violemment, c'est interdit de fumer, il lui confisquait et il allait vendre l'autre morceau à un autre étage et tout. Franchement, Drancy, c'était la période de l'horreur à l'époque. Donc j'ai vécu comme ça dans toutes les facilités, non, sans jamais mettre les parents en difficulté, en respectant tout ce qui était permis.